Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Alors, rapport hier qui était attendu de la coroner sur le décès de Maureen Brault. D'ailleurs, c'est ce matin, là, c'est un peu la façon de procéder. On rend public en fin de journée le rapport de la coroner. La coroner Jeanne Kamel va commenter son propre rapport un peu plus tard en avant-midi. On va répondre essentiellement aux questions des journalistes sur le rapport. Mais sur ce rapport, donc, dont le texte a été rendu public hier, Stéphane Wall, le superviseur retraité du SPVM, spécialisé en usage judicieux de la force, est avec nous. Bonjour, M. Wall. Bonjour, M. Dumont. Et corrigez-moi, vous avez vous-même été appelé à témoigner là, dans la cause en question, dans l'enquête du coroner en question. Tout à fait. J'ai témoigné lors de la partie recommandation pour faire des propositions au niveau de la formation continue, du maintien des compétences des policiers. Et c'était la troisième enquête publique à laquelle je participais. J'ai participé l'an passé à l'enquête sur le décès d'Alain Magloire et le décès de Pierre Corbiolin qui sont survenus à Montréal dans les 10 dernières années. Dans ce cas-ci, avez-vous l'impression, les 38 recommandations, là, avez-vous l'impression que la coroner a saisi l'essentiel, fait des recommandations utiles? Tout à fait. Chacune des recommandations est pertinente et partagée par les spécialistes qui sont dans les différents organismes concernés. Maintenant, on sait très bien que lorsque des coroners font des recommandations depuis une quinzaine d'années, elles ne sont pas systématiquement appliquées par les organisations. Parfois, il y a de la résistance au changement, parfois il y a des longueurs, il y a de l'orgueil, il y a des jeux de pouvoir parfois aussi. Donc, espérons que ces recommandations-là, qui pendant l'enquête, là, on avait pu détecter une belle unanimité des différents intervenants, espérons que celles-là, pour tous les ministères, pour tous les organismes, pour tous les décideurs, vont être appliquées, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir changer, sauver des vies de policiers et de citoyens, bien entendu. Mais, M. Wall, dans ce cas-ci, vous dites les rapports de coroner, souvent les recommandations sont pas appliquées. Dans ce cas-ci, je pense où il y a peut-être un os, c'est toute la question là, de la confidentialité là, de ce qui est dossiers médicaux. Je sais qu'on dit être en train de travailler ça, mais la coroner parle de manque de communication. D'autres termes, on envoie des policiers intervenir à une adresse, mais savent-ils vraiment à qui ils ont affaire en termes de dangerosité, de passé, de santé mentale, d'état de crise, que la personne est présentement en état de crise, puis à quel degré? Et là-dedans, tout à coup, entre le dossier de santé mentale de l'individu, son passé de santé mentale, est-ce que ça, on va être capable pour protéger les policiers, pour donner aux policiers une information complète? Là? Tu t'en vas à telle adresse, voici à qui tu as affaire. Est-ce qu'on va être capable de surmonter ça, là, ces questions de confidentialité? C'est effectivement une grosse problématique. Paul ne parle pas à Jean, Jean ne parle pas à Pierre. On a une protection des renseignements personnels. On a la loi d'accès à l'information. Donc, des fois, il y a des mécanismes législatifs qui font en sorte que les policiers ont à intervenir avec des individus qui sont en crise, qui sont armés, qui se désorganisent et peuvent pas donner toutes les informations nécessairement au milieu hospitalier et vice-versa. Les milieux hospitaliers vont des fois relâcher, remettre en liberté des gens suite à une surveillance, suite à un diagnostic très rapide, ce qu'on appelle les portes tournantes, et les policiers ne seront même pas avisés. Les organismes sociaux, communautaires également, il y a un manque de communication qui est flagrant au niveau de la CETF, des conditions qui sont émises par la Commission d'examen des troubles mentaux, le suivi entre les différents organismes. Donc, c'est très complexe. Le gouvernement a présenté le projet de loi 66 dernièrement, un petit peu avant l'été, qui va venir un peu répondre aux problématiques qui ont été exprimées dans Maureen Brault. Et pour le deuxième volet, qui est la planification d'une opération policière, ben dans le cas de Maureen Brault, malheureusement, les policiers connaissaient l'individu. Ils avaient eu affaire avec lui 3 jours avant et quelques mois auparavant. Connaissaient le fait qu'il pouvait être armé. Malheureusement, il n'y a pas d'évaluation du risque à la Sûreté du Québec présentement.
Et les policiers ont mal évalué le risque et n'ont peut-être pas pris les bonnes stratégies pour tenter là, de rentrer en contact et de procéder à l'arrestation avec le suspect. Et il y a eu une séquence d'événements qui se sont déroulés et qui a conduit à la mort malheureuse de Maureen Bro. Ça aurait pu être évité avec des bonnes pratiques de formation et une bonne analyse du risque. Dernière question, parce que pour avoir jasé de ça avec des policiers dans le passé, ou des policiers à la retraite, on dit que ces interventions, là, dans des cas de crise, dans des cas de santé mentale aiguë, un des problèmes, c'est qu'il y en a de plus en plus, là, que si on remonte 25 ans dans le passé, les policiers, leurs interventions, c'était... Quand on allait sonner à la porte de quelqu'un, c'était généralement des criminels, des gens qu'on voulait arrêter, qu'il y a vraiment une explosion du nombre d'interventions des policiers qui sont auprès de gens qui sont pas criminels, sont perdus, sont pas là, sont disjonctés, que ce soit par la santé mentale, ou dans beaucoup de cas, c'est la santé mentale multipliée avec de la drogue, là, avec le cas vient de se complexifier. C'est vrai, ça? C'est votre lecture aussi que dans le travail des policiers, il y a une explosion de ce nombre de cas? Ben, c'est un fait connu, reconnu. Depuis la désinstitutionnalisation, ça fait déjà 25-28 ans. Malheureusement, les services n'ont pas suivi pour les gens qu'on a remis à l'extérieur. Donc, il y a des gens qui décident de s'auto-médicamenter ou de cesser les médications recommandées. Il y en a qui prennent des stupéfiants pour se médicamenter, de la marijuana entre autres. Les psychoses sont en augmentation. Et ce qu'il faut aussi mentionner, c'est qu'environ 60 à 70% des appels que les policiers répondent ont une composante, pas nécessairement des gens en psychose, mais une composante reliée à la santé mentale ou à des problématiques sociales. Donc, dans les prochaines années, nous, au SPVM, depuis 2011-2012, qu'on forme les policiers intervenants avec les gens qui ont un état mental perturbé, qui peut être temporaire, on le souligne. Maintenant, il faut aller plus loin. À la sortie du Québec, ces formations-là ont commencé en octobre 2020, une formation en réponse en état mental perturbé. Suite aux dérogations constatées par la CNSST dans le dossier de Maureen Bro, 4 dérogations qui avaient trait aux opérations planifiées et non planifiées. La Sûreté du Québec a été obligée de mettre en place une formation continue au niveau pour les policiers patrouilleurs. Et il n'y a pas de secret. Si on veut réussir à optimiser les façons de faire policières, ça passe par la formation continue. Et la coroner a recommandé une des propositions que j'ai faites et suggéré quelques autres propositions que j'ai faites aussi lors de mon témoignage. Et ça, je crois que c'est une avancée. C'est souhaitable, là, certainement, mais reste que, pour moi, je reste avec un questionnement de société sur comment on va gérer ça. Là. C'est pas vrai que tous nos policiers vont pouvoir devenir psychiatres en même temps. Là. C'est quand même deux métiers distincts. Stéphane Wall, merci d'avoir été avec nous. Tout à fait. Au revoir. Bonne journée.